Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode sur le soja avec Hervé Berbille, ingénieur agroalimentaire et consultant en nutrition, spécialiste du soja dans l'alimentation. Bonne écoute! Alors, on en a encore parlé, mais pourquoi il est important d'introduire rapidement le soja chez les nouveau-nés? Je crois que tu parles qu'il De faut en fait, phénomènes épigénétiques, oui. voilà, et que ça active des gènes oncosuppresseurs, c'est ça? Voilà, les gènes dits BRCA1, donc entre autres gènes. Alors, peut-être encore une fois, l'épigénétique, c'est une discipline émergente. Elle va nous apprendre beaucoup de choses. Mais d'ores et déjà, on a quand même un corpus assez solide sur les flavonoïdes en général, pas que les isoflavones de soja, les flavonoïdes du ras, ou ce qu'on appelle les métabolites secondaires. Alors ça aussi, c'est un mot qui me plaît pas trop parce que au début, on savait pas, on les appelait métabolites secondaires, les flavonoïdes, entre autres, parce qu'on savait pas trop, on connaissait pas trop leur utilité. Donc, métabolites secondaires par opposition aux protéines, aux lipides, aux glucides, dont on a connu très rapidement l'importance et le rôle. Mais ces métabolites secondaires sont les flavonoïdes. On ne connaissait pas trop leur rôle, leurs conséquences, leurs applications, donc on les a un peu considérés comme secondaires. Mais maintenant, on sait que ce sont des composés qui sont très importants pour la santé. Alors, ils ne sont pas nourrissants, on ne peut pas se nourrir de flavonoïdes, hein, ça n'a pas de Hmm. valeur alimentaire, mais ça a en revanche une grande valeur parce que ce sont des composés anti-inflammatoires, antioxydants, qui sont par exemple les flavonoïdes du soja, les isoflavones, euh, sont des composés qui sont ce qu'on appelle les inducteurs d'apoptose. Ah oui, la mort des C'est-à-dire que cellules, non? lorsqu'on a voilà, ça provoque le suicide des cellules cancéreuses. Cancéreuse, ouais. Alors, par exemple, si tu bois un verre de lait de soja, quand tu vas consommer des flavonoïdes, ça va avoir des effets totalement opposés sur tes cellules, sur les cellules. Si tu as des cellules cancéreuses, ça va induire l'apoptose. Et sur les cellules, les neurones, donc les cellules nerveuses, si elles sont saines, ça va empêcher leur apoptose. C'est-à-dire le même Ça, composé ça va faire le tri. voilà, c'est très sélectif. C'est très sélectif, très sélectif. Pour mesurer ce miracle de la nature, hein, avec des composés chimiques, pharmaceutiques, on ne sait pas faire ça. C'est-à-dire que quand les gens ont une chimiothérapie, ça va cogner sur les cellules cancéreuses, mais aussi sur les Les cellules bonnes. saines, d'où Hmm. les effets secondaires très marqués des chimiothérapies. Quand tu manges du soja, évidemment, c'est moins fort, les effets anticancéreux vont être moins prononcés. On Bien sûr. peut pas dire ne faites pas de chimiothérapie à quelqu'un qui a un cancer, mangez un morceau de tofu et tout ira bien. Évidemment, c'est pas possible. Ça serait Mais bien, mais non. en revanche, il va y avoir potentialisation des chimiothérapies, protection en cas de radiothérapie. On sait par exemple les flavonoïdes protègent les cellules saines en cas de radiothérapie, ça empêche ces brûlures, ça limite ces brûlures en tout cas. Hmm. Et ça, c'est vrai. Je voudrais, enfin, bon, moi, je sais pas si ceux qui nous écoutent seront aussi admiratifs du soja, enfin, cette merveille de la nature qui sont les flavonoïdes, pas qu'ils soient du soja ou des oignons ou des cerises ou des pruneaux d'Agen, peu importe, hein. Ou du vin rouge, j'y reviens toujours décidément. Et ces flavonoïdes sont quand même des miracles, c'est-à-dire que euh, ce même aliment va empêcher la mort de perdre des neurones. Les neurones sains vont être protégés de l'apoptose et va induire l'apoptose sur des cellules cancéreuses. Donc c'est des- c'est une plante, enfin les plantes en général, ces composés, c'est quand même des composés assez miraculeux. Ça motive d'émerveillement pour moi de voir cette prouesse de la nature. Ouais. Après, je suis maintenant un scientifique qui est un peu de la bouteille et je reste, je garde une certaine fraîcheur parce que moi je trouve ça assez merveilleux, ce motif d'émerveillement, ça, tu vois. Voilà, ça fait partie des bonheurs qu'offre le soja, la connaissance, l'érudition vis-à-vis du soja. Et alors, en parlant d'émerveillement, entre guillemets, on va parler du cancer du sein. Parce qu'il y a beaucoup, Ouais. en tout cas, il y a eu beaucoup de débats. Il fallait Mhm, consommer du soja, puis d'un seul coup, il fallait plus. Enfin, on savait mhm. plus, tu vois. Et finalement, du coup, il semblerait maintenant que les femmes consommant du soja ont moins de risques de rechute. C'est bien ça? Oui. Alors, là aussi, je vais en profiter pour dire tout le bien, je pense, de l'ANSES. Lorsqu'ils ont publié leur rapport en 2005,
C'est de là que tout est parti, hein, puisque maintenant tous les médecins déconseillent, enfin presque tous à ma connaissance, en tout cas le soja chez les femmes qui ont eu un cancer du sein. Alors, il y a une omission encore qui est très troublante dans le rapport de l'ANSES, c'est que un an ou deux avant, 2004, très précisément, il y a une étude qui est publiée qui montre, on donne des compléments alimentaires à des femmes qui ont eu des antécédents de cancer du sein. Et on donne un placebo, pareil, à la même population de femmes ayant des antécédents de cancer du sein. Et on se rend compte que chez les femmes qui reçoivent les isoflavones de soja, on réduit le risque de récurrence de cancer du sein. Et comme par hasard, cette étude qui est pourtant indexée sur les moteurs de recherche qu'ont utilisé les experts avec des guillemets de rigueur de l'ANSES, cette étude est répertoriée. Et curieusement, elle n'est pas citée dans le rapport de l'ANSES, alors que tous les moteurs de recherche, PubMed, Google Scholar, etc., l'ont indexé. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier. C'est-à-dire que en général, quand je parle du soja, je m'attire toujours des amabilités, mais il y a ceux qui seront pas contesteront, seront sceptiques quant à mon propos, ils peuvent le vérifier par eux-mêmes. C'est-à-dire si tu as des commentaires sur là où tu publieras cet entretien, je pourrais citer l'étude et ils pourront vérifier sur les moteurs de recherche que l'ANSES dit avoir utilisé que cette étude est bien référencée. Ouais, tu vas montrer tu m'enverras toutes ces études. Oui, celle-là, je te l'enverrai, parce que ça, c'est indéniable. Là, pourquoi cette étude n'est pas référencée? J'ai posé la question à l'ANSES et on n'a pas daigné me répondre. Voilà. On va appeler Élise Ducet. Bizarre, effectivement. Ouais, non, c'est perturbant. Oui, mais le soja n'est pas un perturbateur endocrinien, attention. Voilà, non, t'as pas pigé ma blague, alors laisse tomber. Le soja n'est pas un perturbateur endocrinien, c'est perturbant. Bon, laisse tomber. Oui, d'accord, oui, ça y est, j'ai compris du coup. Non, tu couperas. Il a fallu du temps que les neurones se connectent, mais oui, ça y est, j'ai compris. Je vais même rigoler après, mais ça va venir. Alors, tu colleras ton rire juste après la blague, comme ça. Voilà, ça fera genre, t'es comique. J'ai compris de suite. D'ailleurs, en parlant de perturbateurs endocriniens, parce que je vais revenir à ça, par rapport à notre système hormonal, est-ce que le soja peut perturber notre système hormonal? Et je sais également que moi, quand j'avais de l'acné, on me disait non, mange pas de soja. Donc ça, c'est hyper important. Dis-nous tout, parce qu'on veut tout savoir, ma soeur et moi, là, on est à fond là. Alors, il y a une étude qui montre que le soja protège de l'acné et il y a des cosmétiques à base de flavonoïdes de soja pour le traitement de l'acné. Voilà. Donc, voilà, il y a une étude qui montre que ça, comme je disais, ce sont des effets plutôt in vivo anti-hormonaux. Donc, ils vont limiter la poussée estrogénique. Donc, ça ne perturbe pas notre système hormonal, comme on l'a dit au début d'ailleurs. Non, pas du tout. Ça empêche cette surchauffe oestrogénique. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Ce feu estrogénique, ça l'atténue. Hein, en fait, c'est ça. C'est pour ça que les phytoestrogènes, les scientifiques qui ne sont pas liés à l'industrie laitière, les appellent pas phytoestrogènes, ils appellent phytoserm, c'est-à-dire sélective estrogène récepteur modulateur. Donc, peu importe, retient modulateur. Ça module la production estrogénique. Ça calme le jeu un petit peu. Oh mon Dieu, j'adore cet épisode. La vérité, enfin. Et les études le prouvent en plus. Et on va essayer de vous mettre plein d'études avec Hervé dans les show notes pour que vous puissiez voir. Il n'y a donc alors aucun danger aussi à donner du lait de soja à nos enfants. Parce que ça, pareil, on me l'a déjà dit. Hein, du lait de soja à mes gamins. Non, mon Dieu, je vais prendre plutôt du lait de vache. Mais non, en fait. Non. Alors d'abord, nutritionnellement, le lait de soja, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Avec la protéine notamment peut-être aussi? Alors la protéine, c'est une meilleure protéine. Alors il y a un petit peu plus de protéines dans le lait de soja selon la norme AFNOR. Il y a une norme AFNOR pour le Toniu en France. Alors, on ne peut plus l'appeler le lait de soja grâce aux manœuvres de l'industrie laitière qui sont parvenus à faire interdire le terme lait de soja pour jus de soja. Bon, ça fait partie des coups bas de l'industrie laitière vis-à-vis de soja, il y en a tellement, voilà, donc ça, c'en est un de plus. Le soja, c'est mieux pour tout, hein. Il y a des oméga 3, il n'y en a pas dans le lait de vache, et il y a une meilleure protéine qui n'a pas cet excès de méthionine dont je parlais tout à l'heure, qui a juste ce qu'il faut en méthionine. La méthionine, c'est vraiment ce que j'appelle l'acide aminé essentiel sur le fil du rasoir. Si tu en as trop, c'est acidifiant, ça produit de l'homocystéine qui est très toxique. Si tu n'en as pas assez, c'est
Voilà, et si tu n'en as pas assez, c'est le système immunitaire qui trinque. Donc, il Hmm. faut vraiment être parfaitement. C'est sur le cordeau, hein, c'est vraiment voilà, c'est de Ouais. l'équilibrisme. Et il se trouve que les légumineuses, le soja, les légumineuses en général, elles ont le juste ce qu'il faut en méthionine, ni trop ni trop peu. Et donc, c'est pas la peine avec les légumineuses, de mon point de vue, ça c'est une idée un peu tenace qui consiste à dire qu'il faut associer des céréales aux légumineuses. Moi, je dis laisser les légumineuses seules et tranquilles. Les céréales, pour moi, ce ne sont pas des bonnes, c'est pas des protéines. C'est pas des bons acides aminés, tu veux dire, qui compléteraient bien Ben, si tu veux, dans les céréales, on a le même travers que dans les protéines animales, on a trop de méthionine. Hmm. Donc, ce qui explique pourquoi les céréales sont acidifiantes. Les légumineuses ne le sont pas dans le cas du soja, ou très peu dans le cas des lentilles. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle l'indice PRAL, c'est-à-dire ce qui mesure la capacité d'acidifier l'organisme. Dans le cas du soja, il est légèrement alcalinisant. Dans le cas des autres légumineuses, c'est légèrement acidifiant, mais très légèrement. Donc, si par exemple tu manges un plat de lentilles avec des champignons, des courgettes, des choux, de n'importe quel légume, même des pommes de terre, ça va largement compenser le faible effet acidifiant des lentilles, par D'accord. exemple. Alors que la viande, non. La viande ou le fromage, non. Là, on va avoir des effets acidifiants marqués. Ouais. Voilà. Le pire aliment, c'est le parmesan. C'est l'aliment le plus acidifiant répertorié. Ah oui? Donc, c'est un produit laitier. Oui, ça s'explique parce il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a beaucoup de matière. Donc, Ouais, ouais. c'est pas plus acidifiant que notre fromage, mais comme il est C'est plus beaucoup plus concentré. sec, voilà, il est plus sec, il est plus concentré, donc il est plus acidifiant. D'accord. Ah là là, hyper intéressant. Et un autre Voilà. point important, on a l'impression que les hommes osent encore moins manger de soja. Tu sais, on avait peur à un moment qu'il leur pousse des nénés là ou je sais pas quoi. Alors, j'ai jamais constaté ça chez moi. Bon, je vais pas pas me mettre torse nu, hein, je vais épargner ça aux gens qui nous regardent. Mais enfin, en tout cas, bon, voilà, personne m'appelle madame dans la rue quand on me croise. J'ai gardé ma barresse aujourd'hui Ah ouais, tu vois, là, tu vois. pour pouvoir lever toute ambiguïté là-dessus. Alors, les hommes qui font pas ça, de mon point de vue, ont tort parce que je reviens sur mes aromatases, les fameuses enzymes. L'œstradiol, l'hormone féminine, l'œstrogène, il est obtenu à partir du cholestérol, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a Ouais. une étape intermédiaire qui est la testostérone. Donc, l'organisme fabrique du cholestérol ou en reçoit par l'alimentation à partir de ce cholestérol. Il fabrique de la testostérone et sous l'effet d'une enzyme qu'on appelle l'aromatase, transforme l'hormone mâle, la testostérone, en œstradiol. Les deux molécules sont chimiquement très Ouais. proches, hein. Il y a juste une petite transformation qu'effectuent les aromatases. Et il se trouve que comme j'ai dit, les flavonoïdes, alors les flavonoïdes du soja, les flavonoïdes des fruits, des légumes, des poireaux, des pommes de terre, tout ce qu'on voit, vont empêcher, limiter, en tout cas bloquer un peu ces enzymes, et donc limiter la conversion de la testostérone en estradiol. Et on a constaté logiquement que les hommes qui mangent du soja, ils ont, comme l'organisme transforme moins la testostérone en estradiol, ils ont plus de testostérone. Les Ah, c'est fou. consommateurs de soja hommes ont plus de testostérone. Et quand moi je vois des sportifs pour être comme ça qui prennent des protéines animales, dans les protéines animales, en particulier les produits laitiers, il y a beaucoup d'estradiol. Donc en fait, ils se féminisent, alors que le soja, il se masculinise. Alors, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse non plus. Ça ne veut pas dire que les femmes qui vont manger du soja vont devenir des hommes, hein. Ouais, ouais. Donc, Non, encore une fois, non. ça se régule. Surtout avec la production œstrogénique des femmes qui est telle que voilà, c'est pas ça. Voilà, c'est des phénomènes de régulation assez subtils, mais on constate néanmoins que chez les hommes qui consomment du soja, on a des taux de testostérone plus élevés. Ça a été notamment mesuré en Indonésie et à Okinawa, avec des populations asiatiques de nature différente, génétiquement assez éloignées aussi. Hmm. C'est D'accord. intéressant. Voilà. J'ai oublié. Il faut savoir qu'il se commercialise des produits pour les gens qui font de la culture physique, enfin, de la gonflette, tout ça, des composés à base de passiflore, où on utilise des phytoestrogènes de passiflore, des flavonoïdes de passiflore pour augmenter les taux de testostérone. T'as Voilà, envie de dire donc, prenez du soja, c'est ça? on peut prendre du soja ou des compléments alimentaires de passiflore qui valent 200 ou 300 fois plus cher au kilo, mais ça, chacun fait comme il veut. Mais enfin, voilà, Vitaminé. on peut prendre aussi des infusions de passiflore, hein, ça coûte moins cher. Alors, ça augmente un petit peu les taux de testostérone, donc c'est un dopage, entre guillemets, Hmm. légal. Parce que ça augmente naturellement la production de testostérone. Enfin, ça empêche plutôt la dégradation de la testostérone D'accord, ouais, en ok. estradiol.
c'est pas que ça augmente la production, ça stimule pas la production, mais ça va empêcher sa dégradation d'oestradiol. D'accord. Voilà, Ok. voilà. Il semblerait que ce soit quelque peu ironique que certaines personnes choisissent de ne pas consommer du soja sous prétexte qu'il pourrait contenir des OGM, sachant que Mhm, c'est interdit en France, mais que mhm, par contre ce n'est pas le cas pour les produits laitiers ainsi que la viande, puisque les animaux en consomment, on le sait. Alors mhm. qu'aurais-tu à dire à nos auditeurs qui ne veulent pas manger du soja par peur de consommer des OGM? Alors, c'est paradoxalement ceux qui ont le plus peur de consommer du soja à cause des OGM qui en consomment le plus. C'est l'autre paradoxe du soja, puisque Alors, juste un petit point, tu as dit que le soja est. Les OGM sont interdits en France, alors c'est pas tout à fait vrai, il Ah faut mais préciser. damn. Alors, précisons, la culture des OGM est interdite en France, mais Mais pas l'exportation, pas l'importation. Mais l'importation. l'importation n'est Oui, pas. voilà, oui, je me suis mal Ben, exprimée, c'est vrai. l'exportation, on ne peut pas en exporter puisqu'on n'en produit Non, pas, mais l'importation. l'importation Ouais. est autorisée. On importe massivement par cargo complet du Brésil avec des problèmes environnementaux à la clé. Et des États-Unis avec d'autres problèmes environnementaux d'ailleurs, du tourteau de soja, donc la protéine de soja, ça c'est important. Je précise bien de quoi il s'agit. Donc, on prend la graine de soja au Brésil ou aux États-Unis, on la presse. Enfin, c'est extrait par pression et puis avec de l'hexane. On enlève l'huile, dont on ne sait pas trop que faire. On la valorise entre guillemets en agrocarburant parce que voilà, ou dans l'alimentation humaine. Quand c'est pas saturé, le marché est pas saturé et on fait de la valeur ajoutée sur le tourteau de soja qui représente à peu près 50% de protéines et à peu près les trois quarts de la masse de la graine. Donc c'est là que se fait le commerce. Et ce soja est transgénique, massivement transgénique, et il va être distribué aux fabricants d'aliments pour animaux qui vont l'incorporer en le mélangeant avec du maïs qu'on produit localement ou du blé. Donc le blé apporte l'énergie et le soja apporte la protéine. Donc ça c'est très performant d'un point de vue agronomique, d'un point de vue environnemental et sanitaire ça c'est plus discutable. Et ça va être massivement donné à tous les animaux élevés en France. Donc les poissons, par exemple les poissons d'élevage, d'aquaculture, le saumon par exemple, les truites. Ça va être donné aux poules pondeuses, ça va être donné aux poulets de chair, ça va être donné aux porcs, aux vaches laitières, etc. Donc moi, une fois, j'ai discuté avec quelqu'un, je lui dis, ah, mais moi, je consomme pas de soja, je prends que du lait de vache pour pas avoir de CGM. Alors j'essaie de lui faire comprendre que c'était précisément par cet intermédiaire qu'il allait consommer beaucoup de CGM. Ouais. Alors que si tu achètes du lait de soja ou du tofu, le tofu est un dérivé du lait de soja d'ailleurs, soit dit en passant, Français bio en avec du plus. soja français ou même pas bio hein, d'ailleurs, il n'y aura pas d'OGM parce que c'est interdit, la culture est interdite en Hmm. France. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que les gens disent ah oui, le soja c'est Monsanto, tout ça. Non. Alors il faut savoir que les principaux fournisseurs de semences en France sont des Français, hein, c'est Euralis et RAGT, qui sont deux coopératives françaises qui produisent leurs propres variétés et leur variété propre, j'ai envie de dire, puisqu'elle elle est parfaitement dépourvue d'OGM et elle est très performante d'un point de vue agronomique. Il y a aussi une chose que les gens ne savent pas, c'est que les variétés classiques, notamment une qui est très utilisée en France, euh, enfin, il y en a deux en fait, deux variétés de soja, une de RAGT, une autre de Ralis. Euh, la plus utilisée en France, c'est la variété Isidore de Rallye. C'est une variété qui est productive et qui est naturellement résistante aux maladies. Donc, elle est très appréciée en agriculture biologique parce elle résiste naturellement aux maladies, maladies de champignons, ce qu'on appelle les maladies cryptogamiques notamment. Et elle offre de très bons rendements. Et il faut savoir qu'en France, on a de meilleurs rendements sans OGM qu'aux États-Unis ou au Brésil. Donc, les OGM, c'est pas très utile d'un point de vue agronomique. Hein. Donc, alors, c'est important de souligner ça parce que euh, les, les agriculteurs en France, ils n'ont pas intérêt à utiliser des OGM, d'abord parce qu'ils ont un risque pénal, c'est interdit. Et en plus, économiquement, ça n'a aucun intérêt parce que c'est plus cher et c'est moins performant. Donc les agriculteurs français, il faudrait qu'ils soient complètement idiots pour utiliser des variétés de semences transgéniques difficiles à se procurer, plus chères, et qui offrent des rendements médiocres et qui offrent un risque judiciaire en plus. Ouais. Donc ce serait complètement idiot Ouais. d'utiliser du soja transgénique. Donc personne ne fait de soja transgénique en France. Et la filière française de soja, c'est plus une filière d'excellence qui s'oriente vers la qualité donc qui va forcément
quelque part, ça bénéficie, la filière, c'est les OGM qui ont, à certains égards, dynamisé la filière française parce qu'elles ont ouvert la voie marché pour le soja non transgénique. Ouais. Donc c'est une revanche de l'histoire un peu. On a raté, à cause du lobby de l'arachide, lobby colonial de l'arachide dans les années 20-30, on a raté le virage du soja qu'on n'a pas jamais pu rattraper par rapport aux États-Unis. Mais maintenant, le marché du sans OGM, qui a été créé par les OGM, paradoxalement, il est en train de dynamiser les filières françaises. La filière française. Donc la filière française, elle a intérêt à continuer, et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs, hein, dans cette voie d'excellence et de monter en gamme, donc on va dire en marketing, hein, de soja bien tracé. Donc on a la chance en France d'avoir un climat qui se prête bien au soja, notamment le sud-ouest aux alentours de Toulouse. La marque Soy, le lait de soja, il vient du sud-ouest d'ailleurs. C'est ça, exactement. Oui. Ouais. Et puis on a un autre pôle d'excellence soja qui est en Bourgogne également. Donc la Bourgogne fait pas que du bon vin, fait aussi du bon soja. Voilà. D'accord. Et alors, petite question, le soja se fait massacrer par les industries laitières, on le sait, mais il est pourtant en grande partie entre les mains de cette industrie en question, mais un peu caché. Ça fait partie des paradoxes. C'est fou. Alors, c'est paradoxal, ça peut paraître effectivement un peu contradictoire. Mais en fait, l'industrie laitière, elle a un dilemme. Elle est un carrefour un peu historique où elle est un peu dans une sorte d'hésitation. C'est-à-dire, elle sait que l'élevage s'est condamné parce que, voilà, ils savent très bien, les gens de chez Nestlé et Danone, l'implication des produits laitiers dans les cancers. Ils le savent. Bien sûr qu'ils le savent. Quand on discute dans des congrès en off avec des confrères de chez Danone, Nestlé, quand on a des petits apartés comme ça, ils le savent très bien. Je ne leur apprends rien. Vous discutez avec des anciens de l'industrie laitière, ils savent tout ça. Tout ça, les états-majors de l'industrie laitière le savent. Mais en même temps, ils peuvent pas. Ils sont un petit peu dans un entre-deux. Est-ce qu'on lâche les produits laitiers maintenant, ou c'est quand même l'essentiel du marché pour basculer dans le végétal? Ce que fait déjà Danone, ils montent ils ont converti une usine près de Pau, l'usine de Villecontal, non pas pour le soja, mais pour l'avoine. Il faut savoir que le plus gros faiseur de soja en Europe, c'est Alpro, qui appartient à Danone. Et je voudrais parler de la thyroïde et de la consommation du soja. Est-ce qu'il faut l'éviter quand on a un petit problème, ou alors est-ce qu'il y a des interactions sur les médicaments qui luttent contre l'hypothyroïdie? Alors, il y a une étude qui a été menée sur la prise de soja chez les personnes qui sont traitées en hypothyroïdie par la lévothyroxine. Le médicament le plus connu, c'est le lévothyrox, mais le principe actif, c'est la lévothyroxine. Et on s'est rendu compte que le soja n'avait pas d'effet particulier. Donc ça a été évalué cliniquement là-dessus. Alors, le soja peut un peu limiter l'absorption de l'iode. Je dis bien limiter l'absorption de l'iode. Donc, ce que je conseille, c'est quand on mange du soja ou des crucifères, comme les choux par exemple. Ouais. Les choux, je conseille toujours de consommer des crucifères, des radis, des navets, des choux, etc., des moutardes, du colza aussi. Mais ça a un petit effet ça limite un peu donc les crucifères sont comme le soja, mais c'est très marqué dans les crucifères. Il y a des effets probablement que des isothiocyanates de sulforaphane, c'est leur nom, pardon, qu'on trouve dans les crucifères, les sulforaphanes sont probablement les composés naturels connus les plus anticancéreux. Donc moi je conseille vivement de toujours le repas idéal, c'est du tofu avec du chou, hein, ou du tempeh, enfin peu importe. Et il y a la protéine et puis il y a le légume en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment le cocktail anti-cancer. Mais pour que ce soit tout à fait parfait, il faut saupoudrer ça de petites paillettes d'ail, par exemple. C'est ça qui va rajouter un peu d'iode. Voilà, comme ça limite l'iode. Mais si on en rajoute beaucoup, forcément, on va compenser la petite rétention d'iode. Donc voilà, c'est possible compenser. quand on souffre d'hypothyroïdie de consommer des produits laitiers. Des produits laitiers. Oh le lapsus. Oh mon dieu, je vais faire des produits soja. T'as de la chance c'est toi qui as le montage, t'as tout en main, donc tu peux tout enlever. Quand tu dis une connerie, paf, tu peux laisser les miennes. Non, j'assume mes conneries, mais c'est pas grave. Non, ne t'en pas, ça va. Donc on peut en rajoutant des algues, voilà, c'est ça le petit Oui, tips. voilà, rajouter un peu. Ou même quand on sale, prendre un sel peu transformé dans lequel il reste de l'iode. Oui, ok, ça marche. Voilà, donc c'est pas, on n'a pas, si on surveille ses apports en iode. Alors tout le monde a intérêt à surveiller ses apports en iode parce qu'il y a des études qui montrent, ça c'est pas très peu connu aussi, qu'il y a un lien entre le cancer du sein et déficit d'apport en iode.
Donc, Hmm. alors, il vaut mieux éviter, il vaut mieux rajouter de l'iode par des paillettes d'algues, par exemple, parce que dans les algues, on va avoir aussi Intéressant. des composés particuliers qui ont des effets anticancéreux, et tandis que le sel, c'est à éviter. Il faut limiter le sel quand même, hein. Donc, il vaut Ouais, oui, mieux, oui. c'est plus avantageux d'apporter l'iode par Et puis des les petites algues. paillettes, tu les sens pas au goût si tu n'aimes Voilà, pas on le peut en goût mettre, voilà, on poisson. peut en mettre, voilà, Ouais, si on n'aime pas le goût de l'algue, on peut en mettre à des doses où on sent pas trop le goût, mais on a quand même des apports en iode exactement. qui sont significatifs. Alors, grâce à tout ce qu'on vient d'entendre, grâce au tofu Dieu, je pense qu'un grand nombre d'auditeurs peuvent se sentir rassurés pour consommer du soja. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut tout consommer, car malheureusement, il y a beaucoup de soja ultra transformé et industriel. Alors, quel Mhm. type de soja faut-il ajouter dans son assiette et au contraire retirer de son assiette? Alors, moi, je déteste ce qui se passe sur les aliments dits ultra transformés parce que il y a des aliments très peu transformés, comme la viande rouge, par exemple, qui est clairement impliquée dans le cancer, Hmm, hein, ou le sel que je citais tout à I l'heure. see your point. Voilà. Le sel, par exemple, c'est l'aliment, on prend de l'eau de mer, on la met dans des salines, enfin, voilà, on laisse l'eau s'évaporer, donc il y a vraiment une transformation très minimale, et on récolte le sel, pratiquement pas de transformation, c'est juste une évaporation de l'eau. Le sel, c'est pas probablement, c'est l'aliment enfin, qui tue le plus de gens, hein. C'est là qu'il y a eu le plus de morts, grâce au sel, via l'hypertension. Donc ça augmente le risque d'Alzheimer, maladie cardiovasculaire, de cancer, etc. Donc le sel, c'est pas transformé, mais ça fait beaucoup de ravages. Et si on sale, il faut en mettre très peu. Et on s'est rendu compte que chez les gens qui consommaient beaucoup de fruits et de légumes, qui ont des apports en potassium élevés, le sel, en présence de quantité élevée de potassium, perdait beaucoup de sa nocivité. Bah, tant mieux parce que moi je fais une petite aparté mais je mange beaucoup de légumes vapeur mais Mhm. du coup je sale tu vois ou je mets du tamari parce que sinon je mets de l'huile d'olive, je mets des épices etc mais je sale quand même tu vois donc je me dis Oui, bon ça va oui. si je mange pas mal de cruciferous ça va. Ouais, de légumes, hein, c'est tout ce qui est des épinards, Ouais. je sais pas, des salades, la laitue, peu importe, des poireaux, enfin tout ça. Parce que ça, c'est riche en potassium. Donc, quand tu as une alimentation qui est riche en potassium, Ça équilibre un peu. ouais, voilà, exactement, hein, c'est exactement ça. Mais il faut limiter le plus possible aussi. Alors, pour pas non I plus know, supprimer, I know. pas le supprimer complètement, mais on peut, voilà, ce qu'il faut, c'est limiter. Ok, ok, on peut pas être parfait, tu sais, Hervé, c'est compliqué. T'es pas loin, t'es pas loin. Very Alors donc almost. du coup, toi, tu conseillerais de consommer plutôt les formes quand même nature de soja ou qu'est-ce qui Alors, serait mieux hein. moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le lait de soja. C'est Ouais, vraiment un produit que j'aime beaucoup. C'est vraiment, alors, je fais très attention au lait de soja. C'est vraiment du lait de soja de nature. Donc, il y a deux ingrédients, de la graine de soja et de l'eau. ouais. Il n'y a rien d'autre. Avec du soja français pour des raisons environnementales, hein, évidemment. Mais je dirais, c'est presque le plus facile à trouver, hein. Du lait de soja avec du soja français, c'est vraiment très facile à trouver. C'est le plus commercialisé en France. Il y a beaucoup de marques. Il y a Mm. céréales, il y a soy, il y a Sojade, il y a Sojasun, il y a les marques distributeurs, Leclerc, Intermarché ont leurs marques de lait de soja qui sont très bien aussi, hein. Voilà, du tofu, du tempeh. Je suis aussi un adepte des PVT, parce que les PVT aussi, c'est protéines végétales texturées, protéines de soja texturées, PST, PVT, donc ça dépend, on peut les appeler Elles comme sont on bien veut. critiquées eux aussi, il me semble, hein. Eh bien, c'est une grosse bêtise parce que on prend du soja, on le presse, on enlève l'huile en pression, en pressage, hein, donc voilà. Et après, on passe ça dans ce qu'on appelle un extrudeur. Alors, ça fait peur, mais en fait, on va, euh, on va transformer par la pression au lieu de la cuisson. C'est plus de la pression que de la cuisson, la protéine de soja. Donc, c'est plus respectueux que la cuisson. Et en Cette pression, fait, ça l'écrase du coup, c'est ça? non, on va l'expanser. C'est-à-dire, on va le mettre en pression, on va relâcher soudainement. Ah ok, d'accord. Et ça va expanser la protéine. Et en fait, on reproduit ce qu'on fait avec un popcorn. Oui, c'est ça, je pensais au popcorn. Ouais, Et bien, exactement. c'est exactement ça. Alors, le popcorn, ce qui va texturer, c'est l'amidon Mm. du maïs. Là, c'est la protéine. Mais en fait, c'est une transformation qui est minimaliste, parce que c'est à peine cuit. Juste ce qu'il faut, on monte en température pour neutraliser les inhibiteurs trypsiques, par exemple, auxquels on n'est pas sensible, par exemple, ce sont un Mhm. métal. Et en fait, ce qui va donner cette mâche particulière au PVT,
qui rappelle la viande, c'est que la protéine de soja, elle est sous forme de globuline, de petites boules, de petites pelotes. Et sous l'effet de l'extension, quand on va relâcher la pression, elle va s'étirer. Et donc, elle va reprendre, elle va s'étirer comme une protéine de muscle. C'est pour ça que ça va donner la texture de la viande. En tout cas, c'est très agréable. Ouais, c'est bon, hein, j'aime bien. Voilà. Avec des petits Et plats en fait, asiatiques. c'est un procédé qui est finalement minimaliste. Hein. C'est juste on met en pression et on relâche. Et donc, Ouais. c'est pas, c'est vraiment, on change la forme de la protéine, mais pas sa valeur, ni ses acides aminés, ni sa composition fondamentale. D'accord, intéressant, ouais. Donc, c'est vraiment une transformation très, très minimale. Il y a aussi le natto, hein, qui est riche en vitamine Mhm. K2. Et Mhm. apparemment, il y a eu beaucoup de succès, notamment à cause du Covid. Et du Mhm. coup, il y avait pas mal de mecs La- qui la- étaient complètement. de la Covid, de la Covid. J'aime Je pas me dire rappelle la que Covid. Je sais pas pourquoi ça mais va pas pour non. moi. Je dis le Covid parce que Ah je non, n'aime mais pas la c'est Covid. là, c'est là, c'est là. Bon, mais Mais c'est je pas sais, mais grave. moi je suis une rebelle, tu sais, je vis dangereusement. Je vois ça, je vois ça, je vois ça. Moi, je suis féminisé par le soja, je suis Voilà, plus pour ça. Alors, exactement, putain. Et donc, du coup, ouais, il y avait le natto du dragon qui est une marque que j'aime beaucoup. Ils avaient tellement de ouais, succès qu'ils étaient sold out, quoi. Ils avaient plus, pouvaient plus en donner, ouais. quoi. Donc, c'est assez marrant. Alors, c'est effectivement, lorsque l'épidémie de Covid a surgi, là, il y a 2 ans, on s'est rendu compte que dans les régions du Japon, où on consomme du natto, les gens étaient moins atteints. Et semble-t-il, on pense détenir l'explication à ça, c'est qu'il y aurait une synergie entre la vitamine K2 et la vitamine D. Ce qui Ouais. expliquerait, voilà. Donc, bon, plus à ça s'ajoutent les flavonoïdes du soja qui ont des propriétés antivirales. Les flavonoïdes dans la plante, ils ont plusieurs rôles, et notamment protéger des virus. Hmm. C'est-à-dire quand le soja ou enfin, n'importe quelle plante est agressée par ce qu'on appelle un bioagresseur, ça peut être un insecte, une bactérie, un virus, ils vont synthétiser des polyphénols, des flavonoïdes pour se défendre. Et donc les flavonoïdes ont une activité antivirale. Donc Hmm. ça veut dire évidemment consommer des flavonoïdes va créer chez nous une sorte de protection antivirale. Alors ça va pas forcément empêcher l'infection, ça va limiter la gravité, ou ça va permettre au système immunitaire de ne pas être submergé, par exemple, si le virus est un peu ralenti par ces flavonoïdes. C'est intéressant de Ouais. consommer beaucoup de végétaux. Et on s'est rendu compte que les végétariens avaient des formes attrapé autant le Covid que les autres. Hein. Ils étaient, Ouais. On n'est pas la Covid, Superman. la Covid, la Covid. Attraper Tu autant vois, la Covid, tu m'as contaminé. Attraper autant la Covid que les autres, mais développer moins de formes graves. Enfin, ni plus ni moins, pas plus ni moins. Ils avaient autant de cas de Covid, mais les formes graves étaient moins fréquentes. Et dans le soja, il y a aussi un effet, c'est que les isoflavones vont potentialiser la vitamine D aussi, qui est ouais. vraiment l'hormone clé du système immunitaire. Et on s'est rendu compte aussi que, alors je ne veux surtout pas ouvrir le débat sur les vaccins, hein, je ne suis pas Ah oui, non, là, épidémiologiste, c'est pas le sujet. Ouais. c'est pas le sujet, mais alors voilà, on s'est rendu compte que les gens qui étaient vaccinés contre la Covid, les végétariens avaient une meilleure réponse immunitaire à la vaccination. Alors je ne veux pas rentrer dans le débat sur Ça le, tombe bien, le je dois me faire vaccin. vacciner la semaine prochaine, donc Voilà, donc tu je auras vais manger pas une mal de bonne natto réponse. et de tofu. Voilà. Et effectivement, et dans le natto, il y a aussi donc la fermentation par Bacillus subtilis, donc la bactérie impliquée dans la fermentation du natto, va fabriquer un composé qui n'est pas dans le soja natif, qui s'appelle la nattokinase, et qui a des propriétés cardioprotectrices assez marquées. Oh là 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 là. Donc le natto, c'est un aliment extraordinaire. Je salue monsieur, j'ai oublié son nom, qui fabrique le natto du dragon, que tu Monsieur le connais. dragon, je sais pas non plus. C'est monsieur, j'ai oublié son nom, Sam Venir, que j'avais rencontré une fois. Je m'étais arrêté le voir. Et je l'ai Mais c'est très rencontré. bon, hein, saupoudrer sur les plats. Moi, je le fais tous les midis. Là, j'aime bien. C'est un aliment extraordinaire, le natto. Enfin Ouais. voilà, c'est un des meilleurs aliments. Alors, en Ça. conclusion, moi, je vais aller manger mon petit tempeh ce soir et me faire un latte soja. Mhm. Est-ce qu'il y a un seuil maximum quotidien? Pour consommer du soja sans risque, je complète ta question, c'est ça, Bah oui, j'imagine. bah, je sais du coup ce que tu vas dire, mais bon, voilà, je suis bien obligée de le poser. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, ah, peut-être que je devrais pas, j'en prends un peu trop, nanana. Donc, Alors, encore une fois, plus on va consommer de soja, plus on va se protéger contre le danger permanent de nos oestrogènes. hmm. Et il y a une étude clinique qui a été faite il y a 5-6 ans, je ne me rappelle plus exactement. Je peux la retrouver, celle-là aussi. On a donné à des femmes des comprimés d'isoflavone, ou des gélules, peu importe, qui contenaient 900 mg d'isoflavone
aglycone, c'est-à-dire la forme la plus assimilable. Dans le soja, dans le tofu par exemple, et dans le lait de soja, les isoflavones sont sous forme glycoside, c'est-à-dire qu'elles sont moins assimilées par l'organisme. Et là, on a donné des isoflavones aglycones qui ont ce qu'on appelle une biodisponibilité, une absorption, une activité biologique importante, plus importante que celle qu'on trouve dans le soja natif. 900 mg, c'est l'équivalent de 10 litres de lait de soja par jour. Donc, on ne peut pas consommer 10 litres de lait de Ah soja ouais, non, par là pour le jour. coup, un litre Si peut-être, on, mais un litre, c'est déjà bien quand même. Un litre de lait de soja, il faut se l'envoyer quand même. ouais. Enfin, bon, voilà, plus très soif quand on a bu ça. Bon, si on considère qu'à peu près il y a 10% d'extrait sec dans un lait de soja, je à peu près ça, de mémoire, ça veut dire que, en gros, 10 litres de lait de soja, ça veut dire à peu près 9 litres d'eau. Personne consomme, sauf dans des Oui, situations physiologiques torture. extrêmes, mais torture ou vraiment Mais comme on c'est fait la jamais mon cas traversée du de désert souffler. en marathon, mais voilà. Dans une situation physiologique normale, on va consommer au maximum 2 litres d'eau, 1,5 litre à peu près. Mais ça veut dire que par voie alimentaire, on ne peut pas atteindre 900 mg d'isoflavone. On va déjà 100 mg, c'est beaucoup, Mm. 150 pour des gens qui consomment beaucoup de soja comme moi. Je pense que je vais peut-être consommer 150 mg d'isoflavone, sachant que je pèse 64-65 kg, allez, on va dire Il est svelte 60, le Hervé, dis donc. 65 kilos, je mens un peu parce que parfois, non, 64 kilos, mais parfois c'est un peu plus, mais parce qu'il est gourmand aussi, donc voilà. Et donc, faut ramener à ma taille aussi. Je mesure 1,30 m, hein, donc, alors, si on ramène, je sais pas comment tu vas t'en sortir au montage parce que Ah moi je vais laisser. non, 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 tu laisses pas ça, je te perds. Et donc si on, non, parce qu'après les gens vont croire que je mesure 1,30 m, mais arrête. Donc si on, Donc en gros, ça fait la- beaucoup la- trop, on peut pas le consommer sous cette forme-là, donc c'est pour ça c'est en complément non, alimentaire. mais Et qu'est-ce qu'ils ça ont veut dire trouvé? que oui, parce qu'on ne pouvait pas donner évidemment 10 litres de lait de soja à des femmes, donc on leur a donné sous forme d'isoflavone, l'équivalent d'isoflavone sous forme de comprimé. Donc là, c'est quelques grammes au milligrammes, c'est pas beaucoup. Et ça fait à peu près 1 gramme, bon, ça fait une petite quantité quand même, ça fait une bonne cuillère à soupe. Mais donc même à des doses qu'on ne peut pas atteindre dans des situations alimentaires normales, on ne constatait aucun effet Oui, anormal ou... indésirable, Mm. anormal. Et ça, c'était fait en études cliniques, en double aveugle, sur un protocole très rigoureux. Et donc, l'ANSES dit qu'il ne faut pas dépasser 1 mg par kilo de poids corporel. C'est-à-dire, si tu pèses 50 kilos, tu ne dois pas consommer plus de 50 mg d'isoflavone. Alors c'est vrai que ça fait 1 mg pour 1 kilo, ça sonne bien, sauf que scientifiquement, ça repose sur strictement rien. Mais ça sonne bien. 1 mg. Voilà. Ouais. Donc moi j'estime que parfois je dois atteindre, je pèse 65 kilos, donc je dois pas dépasser 65 mg d'isoflavone. Je pense que je vais tous les jours à, 150, c'est ça que tu 100 dis? mg, ouais, Ah non. 150, voire 200, quoi, sans Ouais. problème. Je prends du soja matin, midi et soir, donc plus des flavonoïdes, d'autres. Ouais, Il n'y en d'autres a pas que dans le crucifères avec soja. d'autres Quand je prends de légumes. l'huile d'olive, voilà. Ouais. Quand je prends par exemple l'été, je fais une salade grecque avec du tofu fermenté, imitation feta ou type feta, des tomates et de l'huile d'olive. Je vais avoir des apports en isoflavone, en phytoestrogène par le soja, mais par l'huile d'olive également. Hmm. L'huile d'olive contient des Donc pas phytoestrogènes. de On ne souci. déconseille pas l'huile d'olive aux Oui. femmes enceintes, par exemple. Ouais. Juste, tu vois, pour illustrer les contradictions de l'ANSES, pour montrer que il y a à la fois des gens à l'ANSES qui sont soucieux de la santé publique, qui sont sincères, je pense qu'il y en a, Mm. mais il y en a d'autres qui sont sous influence. Et donc, il faut que l'ANSES compose entre c'est un peu une synthèse entre les gens qui sont aux ordres, en quelque sorte, Ouais. et entre les obligés de ce qui est finance, puis les gens qui ont un souci d'indépendance. Et l'ANSES dit il faut consommer des céréales complètes. J'y souscris totalement. Il faut le moins transformer possible, prendre des Mm. céréales complètes, parce que elles vont garder leurs fibres, leur Bien sûr. magnésium, leurs vitamines, etc. Et elles vont garder aussi leurs flavonoïdes, Mm. donc leurs phytoestrogènes, que dans les céréales on appelle les lignanes. On les appelle Ouais. pas, voilà, ce sont des lignanes, ce sont des phytoestrogènes. Donc l'ANSES dit consommer des céréales complètes et ne consommez pas de phytoestrogènes. Et ça, c'est contradictoire. Parce que si tu consommes des Ouais. céréales complètes, tu conserves les phytoestrogènes, ce qui est très très bien.
très très bien, puisque ce sont des composés antioxydants, anti-inflammatoires, etc. Et d'un côté, on nous dit consommer donc des céréales complètes qui conservent tous leurs phytoestrogènes, et de l'autre, on nous dit ne consommez pas de phytoestrogènes. Ou alors, l'ANSES dit de la même façon, consommer des légumineuses, des légumes secs. Donc ça, c'est dans les recommandations de l'ANSES, sauf que le soja est une légumineuse. Et il dit ne consommez pas de soja. Donc demain, on dit consommer du soja, de l'autre, on dit ne consommez pas. Ou les légumineuses, par exemple, que l'ANSES encourage maintenant dans les nouvelles recommandations, j'y souscris totalement, hein. Les légumineuses, ça devrait être notre base alimentaire, notre assise protéique. Et les légumineuses, soit des lentilles, des pois chiches, des petits pois, etc., contiennent des phytoestrogènes, comme tous les végétaux, comme toutes les légumineuses. Et donc, d'un côté, voilà, les phytoestrogènes, c'est dangereux, mais consommer des petits pois qui contiennent des phytoestrogènes. Mais oui, c'est ce que tu disais. À un moment, j'avais vu... Tu disais, si consommer du soja présentait un risque pour la santé, les autres légumineuses dont ils ne se distinguent en rien fondamentalement devraient alors être considérées comme des aliments à risque. Mais qui oserait prétendre que les petits pois ou les haricots verts sont des aliments nocifs sans craindre de se couvrir de ridicule? Voilà, ben c'est une très bonne citation. T'as vu un petit peu? Ça vient d'un homme très fort, ça, hein. un grand Manitou. T'as de belles références. Alors, effectivement, l'ANSES dit pas de soja chez les enfants jusqu'à 3 ans, enfin, après 3 ans, avant 3 ans. Mais quand il y a des petits pots à base de petits pois, de petits pots bébés, de haricots verts, tout le monde trouve ça très bien. Et par exemple, dans les haricots verts, tu as du coumestrol, qui est un phytoestrogène plus puissant que les isoflavones de soja, plus puissant in vitro, ça veut dire qu'in vivo, il sera plus anti-œstrogénique, plus protecteur contre nos œstrogènes. Voilà. Plus un phytoestrogène est puissant, plus il est anti-œstrogénique. C'est un phénomène d'inversion quand on bascule du in vitro au in vivo. Intéressant. Donc les haricots verts, c'est très bien. Hein. Voilà. Mais c'est des légumineuses comme le soja. Il n'y a pas de différence. Voilà, c'est un point important, je pense, de ce podcast. C'est qu'il n'y a pas vraiment de différence finalement entre du pois chiche ou des lentilles et une fois, du soja. Une fois, je faisais mes courses, puis j'avais du tofu, j'avais divers aliments à base de soja, puis il y avait une personne qui était à la caisse avec moi, elle me dit « Ah, vous mangez du soja, c'est hyper dangereux. Il y a des phytoestrogènes, des perturbateurs endocriniens. » Et je vois que dans son panier, il y avait de l'alfalfa, c'est-à-dire de la luzerne. Qui, elle aussi, il y a beaucoup de phytoestrogènes. Alors, la luzerne, c'est l'aliment qui en contient plus que le soja et des plus puissants que le soja, le coumestrol par exemple. Alors, plus puissant, encore une fois, s'il est puissant, ça veut dire qu'in vivo, il sera plus anti-œstrogénique. Je mange aussi de l'alfalfa, hein. Mais des graines de luzerne, on a repris le nom arabe alfalfa, c'est en arabe, c'est un mot arabe. On a repris le mot arabe pour pas dire luzerne, parce que luzerne, ça renvoie à l'alimentation animale. En tout cas, elle a dû bien se marrer, non, justement, mais le fait qu'elle dise ça sur le spécialiste du soja. Moi, je me suis bien marré, mais elle savait pas qui j'étais, tu vois, elle connaissait pas ma tête, je pense pas que c'est mon nom non plus, mais enfin, donc elle me met sur ah non, mais oh là là, mon Dieu, fais pas ça. Puis je voyais qu'elle avait des produits laitiers qui contenaient de véritables hormones, de l'alfalfa. Bon, voilà, c'est faut dire le genre de, voilà, ironiquement, je te racontais cette anecdote, mais voilà. Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Quel livre, sur ce sujet ou non, t'a beaucoup marqué? Bon, c'est le livre de Léon Rouest, le soja français, qui a été écrit par Léon Rouest, donc, qui était un journaliste, un agronome. Il a une carrière de journaliste d'abord. Et c'est un destin, c'est quelqu'un qui me touche très personnellement, parce que j'ai une identification à Léon Rouest, donc il est mort en 1938. Il est né en 1871, donc il a eu une existence un peu tragique, puisqu'il a déjà, il est d'origine alsacienne, ses parents fuient l'Alsace au moment où elle devient prussienne, donc après la défaite de 1870, donc c'est un patriote, sa famille est patriote, il veut pas devenir allemand, donc il se réfugie à Paris, il commence modestement comme ouvrier dans ce qu'on appelait la casse à l'époque, c'est-à-dire l'imprimerie. Après, il va être journaliste, très engagé politiquement. Il va commencer à avoir des ennuis quand il va dénoncer les abus
de l'administration coloniale. Ça va lui valoir des premières déconvenues dans son engagement politique. Après, il va faire des études d'agronomie, il va devenir professeur d'agronomie et il va commencer à travailler à l'acclimatation du soja. Donc, Léon West a fait un gros travail d'acclimatation et puis malheureusement, le lobby de l'arachide lui est tombé dessus et on a fait tout pour discréditer le soja auprès des agriculteurs français, des paysans français, pour qu'ils n'en produisent pas, en racontant qu'on ne pouvait pas l'acclimater, que ça ne produirait rien, etc. etc. C'est faux, hein, parce que Léon West a aussi acclimaté des variétés qui étaient très performantes pour l'époque. Donc il a été calomnié, etc. Il est allé en Russie, en URSS à l'époque, pour les Russes, avec entre autres compris l'intérêt stratégique du soja. Et malheureusement, quand il a travaillé en Russie, à la fin de son contrat, la Russie n'a pas payé, donc il s'est retrouvé dans une situation difficile et il est mort peu de temps après, en 1938. Donc c'est un destin un peu tragique d'un homme d'une grande valeur humaine. C'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Et parmi les défenseurs du soja, il y en a un autre que je voudrais citer. Celui-là, il est beaucoup plus connu, c'est Paul Claudel. Parce que Paul Claudel, on connaît l'écrivain, mais il faut savoir que Paul Claudel avant de devenir l'écrivain célèbre qu'on connaît, il a été diplomate et ça a été un des premiers diplomates en Chine et au Japon, diplomate français. Paul Claudel va défendre le soja. Il sait l'intérêt de cette plante, hein, et donc il va essayer de mettre sa notoriété au profit du soja, notamment en 1946 après la guerre. Il faut savoir que évidemment l'occupation, ça a été une période terrible, hein, mais d'un point de vue alimentaire, l'immédiat après-guerre, la libération de la France, parce que tout était détruit, a été plus critique encore d'un point de vue alimentaire que l'occupation elle-même. Donc il y a eu les 2-3 années de l'après-guerre ont été vraiment très critiques sur le plan alimentaire. Et donc en 1946, Paul Claudel, dans le Figaro, publie plusieurs articles. Il dit qu'il faut cultiver du soja pour produire. Il appelle ça la plante qui donne du lait. La formule est magnifique. Et il dit qu'il faut cultiver le soja. Mais même la notoriété de Claudel, qui est considérable à l'époque, c'est toujours un écrivain évidemment reconnu, elle ne suffira pas à faire basculer, même Claudel, avec l'influence qu'il avait, la relative influence qu'il avait, n'arrivera pas à faire bouger les mentalités. Alors que le soja, quand on pense à l'occupation, on pense au rutabaga, au topinambon, mais on a beaucoup consommé de soja pendant la guerre. Et ça a rendu, sans soja, je pense que les affres de l'occupation auraient été encore bien pires que ce qu'ils ont pu être. Voilà. Une habitude à supprimer. Tout ce qui est protéines animales, hein, c'est à éviter, je pense. C'est déjà c'est un temps révolu, tout ça prendra du temps, tout le monde réalise ça, mais le problème des protéines animales, c'est que dans les classes populaires, elles sont consommer de la viande, c'est assimilé à un statut social, et renoncer à la viande pour des raisons économiques, c'est parfois mal vécu dans les milieux populaires, c'est assimilé à un déclassement social, alors que paradoxalement, les classes les plus aisées ont déjà tourné la page un certain nombre d'entre eux ont tourné la page des protéines animales, puisque maintenant, c'est plus un marqueur social. C'est plutôt même un marqueur social, c'est-à-dire que l'inverse, hein, c'est-à-dire que les consommations de produits animaux sont plutôt maintenant associées au milieu populaire, mais moi, vraiment, ma cause, hein, c'est de convaincre les classes populaires et quand je dis classe populaire, c'est pas péjoratif. Moi, je suis issu de ça. Je suis encore là-dedans, même si j'ai eu la chance de faire des études, mais je m'identifie comme ça spontanément aux classes populaires, et les classes populaires, il en va de leur santé, de leur pouvoir d'achat, parce que les protéines végétales sont moins chères, et de leur émancipation. Et c'est ce qu'avait compris la mouvance anarcho-syndicaliste, qui va être porteuse du végétarisme au début du fin 19e, début 20e siècle. Il y a une composante émancipatrice du soja. Il y a un écrivain qui s'appelle Georges Navel qui était dans cette mouvance-là, qui a écrit, qui était très proche du soja, qui en parle dans ses romans.
Et donc il y a une dimension émancipatrice dans ces protéines végétales. Moi, c'est vraiment ma motivation, parce qu'évidemment, quand tu vas publier cet entretien, tu vas avoir droit, je suis payé par le lobby du soja, etc. Bref, les bêtises habituelles, mais moi, ce qui me fait vraiment, qui me donne envie de défendre cette cause, c'est que les classes populaires comprennent qu'elles ont vraiment intérêt à végétaliser leur alimentation en utilisant des légumineuses. C'est pas cher, c'est excellent d'un point de vue alimentaire. Et un jour, je discutais avec un de mes professeurs dans mon école à l'ISTAB, et il était assez désespéré alors, c'était pas à propos du soja, mais à propos de l'huile de colza. Et il me disait que l'huile de colza, c'est la meilleure huile d'un point de vue alimentaire, nutritionnel. Elle est très peu consommée en France, pas suffisamment. Ça change un peu, elle commence un peu à être réhabilitée. L'huile de colza revient sur un peu, parce qu'elle est à la fois anticancéreuse. Quand elle est bio, elle garde le canolol, qui est un composé anticancéreux. Donc c'est une crucifère, le colza, hein, ce que je disais tout à l'heure à propos des crucifères. Et il me disait peut-être qu'il faudrait augmenter le prix de l'huile de colza pour que les gens en consomment davantage. Parce que comme elle n'est pas chère, elle est perçue comme pas importante, comme pas de qualité ou de grande par rapport à l'huile d'olive. Elle est beaucoup moins chère, mais elle lui est très supérieure nutritionnellement. Parce qu'elle contient des oméga 3, alors qu'il y en a, pour ainsi dire, pas dans l'huile d'olive. Ouais, dans l'huile d'olive. Voilà, donc moi, voilà, je ne sais pas comment on est venu à ça, mais oui, c'est un peu la mission, ça peut être un peu grandiloquent, mais enfin, c'est en tout cas la cause, voilà, la cause que j'aime défendre, c'est permettre aux classes populaires de ne pas subir les préjugés qu'on veut leur à propos ou qu'elles ont, enfin qu'elles intériorisent par le phénomène de domination sociale. C'est expliqué par les sociologues. Hein. On va faire appel à Bourdieu, mais voilà, donc c'est la cause que je défends modestement. C'est super, c'est bien. Oui, bon, voilà, et je m'inscris dans cette lignée informelle qu'on appelle les sojaïstes. Hein. Le mot existe, il y a quelques gens comme ça qui se désignaient comme ça, ou qui étaient certains désignés par d'autres, mais des gens qui ont essayé de développer le soja, pas forcément d'ailleurs pour l'alimentation humaine, hein. Parfois c'était pour l'alimentation du bétail aussi, hein, de la même façon, mais enfin, en tout cas, voilà, ce que j'aimerais, c'est modestement apporter ma contribution au développement des protéines végétales dans les milieux populaires de préférence, chez tout le monde, évidemment, hein, puisque leur impact environnemental est beaucoup plus favorable que la production de protéines animales. Voilà, la petite tâche que je me suis assignée, la petite voix, comme disait Léon Rouest. C'est pour ça qu'on a fait cet épisode, justement pour faire un peu le point sur le soja qui a une très mauvaise publicité. Et je voulais savoir, la dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te trouver, ou te contacter, ou te lire Alors, on peut demander un ami sur Facebook. En général, j'accepte quand c'est demandé poliment. Je suis open, voilà, sur Facebook, je précise. Et puis sur mon compte Twitter. Hein, donc, il y a aussi, on peut retrouver des entretiens que j'ai accordés aussi de la nutrition.fr, qui est un très bon site de vulgarisation scientifique, qui est très bien fait par Thierry Soucard. Et je suis pas actionnaire de la nutrition.fr. J'ai beaucoup d'amitié pour Thierry, mais voilà, je ne suis pas rémunéré par la nutrition.fr. Mes entretiens ont été faits bénévolement, comme celui-là, tu pourras en témoigner. Ouais. Voilà, tu n'as pas été payé super cher. Oh là là, mon Dieu, mais tu n'as pas été contrainte et menacée par le lobby du soja pour voilà. Eh ben, merci beaucoup, Hervé. Mais je t'en prie. C'était super. Merci à toi. C'est parce que j'ai pas souvent l'occasion de m'exprimer, hein, parce que j'ai eu une très mauvaise expérience sur France Inter pour parler des produits laitiers. Donc sur le plateau, il y avait 3 invités qui étaient financés par l'industrie laitière, ce qui n'a pas été dit. Enfin, ça a été dit pour un seulement. Et c'était sur France Inter, donc c'est une radio qui est régulièrement aussi, mais régulièrement financée par des publicités pour la viande, pour les produits laitiers, etc. Donc j'étais pas en terrain conquis et j'étais pas en studio, donc on me coupait la parole. Enfin, c'était épouvantable, un très mauvais souvenir. Et avec toi, c'était super sympa. Hein, bah vraiment, oui, moi c'était un plaisir. Hein, tu m'as pas interrompu, tu m'as laissé parler, tout ça. Bah ouais, tu vois, comme quoi il faut reprendre l'expérience dans mon placard, tu vois, voilà, c'est mieux que France Inter.
entre tes boîtes d'œufs, là. Exactement. Merci beaucoup, Hervé. Merci à toi, Léna, puis à bientôt, et puis peut-être un autre épisode pour un autre sujet, avec plaisir. ou encore parler de sujet, on n'a pas épuisé de sujet. Ça, il y a plein de choses à dire. En tout cas, bon appétit. Ouais, toi aussi, et puis bonne soirée.